Merci Monsieur le Président. Madame la Directrice, je souhaiterais également vous interroger sur les zones à régime restrictif dans les universités et les labos, dont le périmètre a été étendu par un cavalier législatif à gros sabots au moment de l'actualisation de la loi de programmation militaire. Mon groupe et moi-même avons exprimé notre inquiétude et notre soutien aux communautés scientifiques concernées autant que consternées et qui ne cessent pas de nous alerter depuis que cette disposition a été votée. De plus en plus nombreuses et proliférantes, 1500, vous l'avez rappelé, ces ZRR transforment en puissance des établissements publics à caractère scientifique et technologique en bunkers, comme l'INRIA et bientôt d'autres par contagion. Les ZRR sont devenus, par glissement progressif et sans véritable débat démocratique, un instrument de contrôle et de la recherche technico-scientifique, placé sous la surveillance du SGDSN, qui s'imposerait presque comme directeur de labo. Les chercheurs peuvent ainsi être empêchés d'accéder à leur établissement, sans motivation écrite et sans justification, silence valant refus, ouvrant la voie à des dérives. Je pense notamment à cette chercheuse recrutée en postdoc à Bordeaux, qui a été écartée d'une ZRR sans explication, la seule cause plausible étant son engagement militant au soulèvement de la Terre, organisation légale et légitime. Les dérives inquiètent, d'autant plus que la répression à l'égard de l'engagement dans l'enseignement supérieur s'intensifie. Dérives et contrôles donc, les faits nous l'ont prouvé. Depuis 2024, le dispositif s'étend même aux sciences humaines et sociales, ces disciplines reconnaissant les principes de la disputation et l'exercice autonome de la pensée critique, désormais exposés à l'appréciation hétéronome du renseignement intérieur. Or, on rappellera qu'un arsenal juridique existe déjà pour prémunir la France de la divulgation d'informations. Pourquoi l'adjonction d'un tel surcontrôle? Comment sera-t-il techniquement mis en œuvre? Pourquoi seulement les chercheurs hors UE? Disposez-vous d'éléments d'évaluation transmissibles aux parlementaires et qui justifieraient une telle évolution du dispositif initié en 2011? Et sinon, vous engagez-vous à le faire dans un délai raisonnable? Enfin, rien à voir, une question brève. Le média Disclose a révélé que l'entreprise Cermat continuait à vendre en 2025 des composantes pour faire fonctionner les drones mâles israéliens. Les composants n'entrant pas dans le champ des biens classés comme étant à double usage. Y a-t-il une réévaluation des procédures de classement des biens à double usage suite à cette affaire? Comment le SGDSN a-t-il adapté ce dispositif placé sous son autorité? Merci. Merci. Madame la Directrice. Merci, Monsieur le député. Vous me donnez l'occasion de revenir sur un dispositif qui a été pensé de façon très équilibrée. D'abord, je vous rassure, le SGDSN, et c'est pas moi avec mes 10 petits doigts et 3 collaborateurs qui suivent ces sujets qui allons pouvoir évaluer l'ensemble des demandes d'accès à des ZRR. La procédure est une procédure qui est étagée, qui permet des appels. Donc, en réalité, les personnes qui rentreraient dans le dispositif proposé dans la LPM, et qui ne sont pas l'ensemble des chercheurs, je vous rassure, qui sont ceux qui travaillent sur des technologies particulièrement critiques, d'une part, et d'autre part, dont le niveau d'expérience, de connaissance, de compétences en fait des cibles particulièrement attractives. Ceux-là seront soumis à l'obligation de demander l'autorisation, qu'ils pourront peut-être obtenir, mais ils devront à minima demander l'autorisation, et cette autorisation sera demandée à leur ministère de tutelle, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement toujours le ministère de la Recherche, mais avec une procédure d'appel. Si ils ne sont pas satisfaits de la réponse, ils pourront en faire appel. Mais pardonnez-moi, monsieur le député, je ne suis pas choquée à l'idée que l'on puisse empêcher des scientifiques de certaines nationalités, dont nous savons qu'ils travaillent dans des domaines qui peuvent porter atteinte à notre dissuasion, de venir, au motif d'un stage ou au motif d'une collaboration scientifique, travailler dans des laboratoires dont nous savons qu'ils détiennent des informations d'importance critique pour notre sécurité nationale. Je vais m'abstenir, si vous me le permettez, de citer certaines nationalités, mais vous seriez surpris de ce que le tout petit nombre, d'ailleurs, de refus opposés aux ZRR aujourd'hui, 2%. Eh bien, comme par hasard, recouvre ces nationalités. Vous me direz, mais pourquoi tout ce dispositif pour 2%? Parce que le dispositif a un caractère fortement dissuasif. Et que s'il n'était pas en place, ce serait tout simplement des moulins à vent. Et donc, je défends vraiment ce système. Pourquoi n'est-il pas étendu à l'Union européenne? Et pourquoi d'ailleurs n'est-il pas étendu, je le signale d'ailleurs, aux chercheurs Erasmus, aux post-doc? Parce que nous avons bien observé dans les patterns de ceux qui allaient cibler ces chercheurs, qu'ils allaient chercher justement, entre guillemets, des chercheurs chevronnés, très capés, qui ont la capacité d'emporter avec eux à la fois leur
connexion, leur carnet d'adresses, leur laboratoire, et que ça a une valeur absolument inestimable. Un mot sur Cermat, si vous me le permettez. Quand cette information nous est parvenue, nous avons aussitôt suspendu l'ensemble des licences de Cermat qui font toujours l'objet d'une suspension. Et nous avons pris les dispositions pour que, avant que l'enquête qui est conduite par la DGDDI ne nous soit communiquée, il n'y ait pas d'autre possibilité pour Cermat d'exporter du matériel, comme vous le savez déjà, je crois, puisque ça vous a déjà été indiqué, je crois.